Euh, Oui, bonjour, je m'appelle Renée Gendron et je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin en Ontario. Nous offrons de l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Nous offrons des prêts entre pairs en forme de cercle d'appui. Nous offrons aussi un prêt jusqu'à 50 000 pour démarrer une entreprise ou accroître une entreprise. Et c'est basé sur la qualité du plan d'affaires et non le collatéral ou la cote de crédit. Donc, c'est vraiment une empreinte unique en Ontario ciblée aux femmes. Ça, c'est un grosso modo de nos services. Nous sommes toujours en développement pour appuyer les femmes entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas de nous rejoindre pour en connaître plus. Aujourd'hui, pour ce webinaire sur la finance sociale ou la finance sociale, nous sommes joints par Édouard Sylvestre du Conseil de la coopération de l'Ontario. Donc, Édouard, je vous cède la parole. Merci beaucoup, René. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir présenter dans le cadre de PARO, qui effectivement portera sur la finance sociale. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, et Baudouin, on est ensemble, ça va être très organique. Puis si tu as des questions, n'hésite pas à en poser. René, même chose. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que je vais faire une petite introduction sur le CCO en général, très brève, sur moi-même et ensuite un peu de background sur l'économie sociale, parce qu'avant de parler de finances sociales, il faut comprendre un peu qu'est-ce qu'on finance au final. Donc, on finance l'économie sociale, évidemment, et l'innovation sociale. Par la suite, on va se poser la question, c'est quoi la finance sociale? On va faire un bref historique et puis on va voir les outils disponibles à l'économie sociale pour financer les activités. Donc, pour conclure, on va voir quel outil utiliser à quelle étape. Et puis, on va faire un petit retour sur les concepts clés, puis le potentiel de la finance sociale au Canada à travers, je suis surtout au Canada, mais c'est des concepts qui peuvent être utilisés partout dans le monde au final. Donc, si je veux présenter un peu nos services, donc le CCO en tant que tel, c'est on aide les entreprises sociales, les OBNL, les coopératives à se développer et à se lancer. Donc, on aide des groupes de personnes à offrir des services qui sont nécessaires dans certaines communautés. Et puis, on fait de la recherche et de l'innovation sociale. On fait des affaires internationales comme Baudouin a pu le constater avec le pont Ontario-Afrique. Donc, on a plusieurs offres de services et puis on a une équipe qui est extrêmement qualifiée pour répondre aux besoins de l'économie sociale en Ontario et aussi pour le développer ailleurs et développer des liens avec d'autres provinces, d'autres pays. Donc, si on passe à moi-même, donc je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais en gros, mon background, j'ai un bac en communication politique, un DESS en marketing, j'ai un MBA, donc ça, c'est mon parcours universitaire. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant, je pense, au total 7 ans dans le milieu de la finance. Donc, à peu près 5 ans dans un groupe chez Valeurs Mobilières Desjardins. Et puis, par la suite, j'ai travaillé chez Desjardins Courtage en ligne, où j'ai fait les examens pour avoir mon cours sur le courtage des valeurs mobilières au Canada. Après mon MBA, j'ai travaillé dans une start-up pendant un bref instant et j'ai rejoint les rangs du CCO donc en 2020. Le temps est un peu flou, mais ça doit être, il me semble que c'est 2020, donc novembre 2020. Donc, voilà. Donc, si on parle là, des principes fondamentaux de l'économie sociale, du moins un aperçu de ce que c'est l'économie sociale, il faut le prendre dans son contexte global. Donc, dans l'économie
complète, c'est-à-dire, selon John Pearce, en fait, qui est un chercheur, il a fait les 3 systèmes de l'économie. Lui, il a divisé, dans le fond, l'économie en 3 systèmes distincts, mais qui s'entrecoupent à certains égards. Donc, pour ce qui est du premier système, on parle du secteur privé. Donc, c'est ce que John Pearce nomme le premier système, c'est vraiment ce qui est mené par le profit. Donc, ce qui est très... c'est ça, ce qui est mené par le profit. Le profit, c'est vraiment le point d'ancrage, donc c'est ça qui est l'objectif final. Ça inclut donc des petites entreprises locales jusqu'aux grosses corporations multinationales et transnationales qui vont dominer le commerce là, à travers le monde. C'est le système qui domine dans une grande partie du monde aujourd'hui et qui va faciliter les échanges commerciaux des biens et des services. Et ce système-là, il est basé sur, évidemment, la compétition. Donc, il y a certaines coopératives avec Capital Action qui vont se retrouver là, à la limite de ce système et celui de l'économie sociale. Pour ce qui est donc je vais passer au prochain. Donc, ça, c'est le premier système. Et puis, donc, si on passe au deuxième système, ça, c'est le secteur, dans le fond, qui fournit des biens et des services d'ordre public. Donc, le deuxième système, ça concerne la redistribution et la planification. OK? Donc, on pense au gouvernement, donc autant que ce soit des municipalités, donc le développement des systèmes d'aqueduc ou du moins des pistes cyclables, du transport collectif, tout ce qui est en lien au local, aux municipalités. On peut même aller dans les quartiers. Des fois, il y a des arrondissements qui ont leur propre gouvernement ou gouvernance là, en tant que tel. Ensuite, on peut aller plus au niveau régional. Au Canada, on pense peut-être aux provinces à ce moment-là. Ensuite, on peut voir ça de façon aussi nationale, donc au fédéral, en termes de planification et de redistribution. Le gouvernement fédéral au Canada va agir sur plusieurs paliers, c'est-à-dire que ils ont des pouvoirs bien déterminés et puis ils vont essayer d'agir dans les champs de compétences du gouvernement fédéral. Et puis le gouvernement provincial ont leur propre champ de compétences. Au Canada, on pense à la santé et l'éducation qui est provinciale, par exemple, et où le gouvernement provincial prend action de la redistribution et de la planification de ces services. Pour ce qui est du troisième, on peut aller encore plus loin en termes de deuxième secteur. Là. On peut aller jusqu'à l'Union européenne aussi, qui est même, puis les Nations unies qui regroupent plusieurs pays. Hein. Donc, c'est vraiment, dans le fond, c'est vraiment la propriété principale de ce secteur-là, de ce système-là, c'est la fourniture de biens et services publics. Pour ce qui est du troisième système, ça concerne vraiment les citoyens et les citoyennes qui vont prendre eux-mêmes des actions pour répondre et satisfaire leurs propres besoins. Okay? Donc, c'est de travailler ensemble, en collaboration, en communauté, pour accomplir, pour aller chercher pour satisfaire leurs propres besoins. Donc, évidemment, chaque communauté n'a pas les mêmes besoins nécessairement, dépendamment de la culture, dépendamment de la géographie, dépendamment d'un paquet de facteurs. Pour ce qui est de ce secteur-là, ça inclut l'économie familiale ou qu'on appelle de ménage. Donc, c'est un système plus d'échange local, de groupes d'entraide, de clubs. Quand j'étais jeune, moi, je vivais dans une coopérative d'habitation. Puis, à même la coopérative d'habitation, on avait plusieurs cultures différentes. Donc, on avait des gens qui venaient du Chili, on avait des gens qui venaient d'Éthiopie, on avait des gens qui étaient à mobilité réduite,
il y avait une diversité là, en termes de population. C'était vraiment bien. J'ai adoré mon expérience. J'ai vécu 14 ans dans cette coopérative d'habitation-là. Puis à même la coopérative, il y avait des échanges. C'est-à-dire, il y avait des gens qui, je pense, le meilleur exemple, c'est les Chiliens qui font des empanadas. Ben, les empanadas, là, c'était un mets que tout le monde à la coop aimait. Et puis, ben, il y avait une personne en particulier qui faisait des empanadas puis les vendait à même la coopérative. Donc, elle faisait ça pas vraiment pour faire du commerce, mais elle faisait ça juste parce qu'elle savait que les gens aimaient. Puis, par la même occasion, ben, elle se faisait un peu de sous, mais c'était plutôt pour satisfaire le besoin de la coopérative de manger ce mets-là en particulier, qui était, ma foi, délicieux. Donc, ça, c'est un bel exemple d'économie familiale ou de ménage, hein, un système d'échange local. Pour ce qui est si on va un peu plus grand, on a aussi une gamme d'organisations qui est plus structurée, donc qui est structurée plus formellement. On parle d'associations, de membres, de coopératives en tant que telles, de syndicats, de clubs sociaux. Les coopératives, en Ontario, il y a une distinction entre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les lois sur les coopératives et les OBNL, au Canada, c'est provincial. Okay? Donc, en Ontario, les lois sont différentes qu'au Québec et différentes qu'en Alberta et différentes qu'en Colombie-Britannique, malgré que des fois, ça se recoupe et qu'il y a des similarités. Okay? Pour ce qui est de l'Ontario, on va avoir des coopératives à but lucratif et des coopératives à but non lucratif. Donc, les coopératives à but lucratif, ils vont avoir donc des parts sociales, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de membriété où la coopérative peut redistribuer les profits ou les surplus qu'elle fait à la fin de l'année. Alors que la coopérative à but non lucratif, elle ne peut pas faire de redistribution de ses profits en faisant des ristournes ou en donnant des dividendes. Donc, elle ne peut pas, c'est pas un levier qu'elle a. Donc, au Québec, il n'y a pas cette distinction-là, mais en Ontario, c'est le cas. Puis, voilà. Donc, ce qu'on peut voir ici, là, c'est que les coopératives de travail, okay, sont vraiment à la limite entre le premier système et le système de l'économie d'entraide mutuelle et les objectifs sociaux. Entre autres parce que l'objectif numéro 1, c'est de se donner du travail. Hein? Quand on crée une coopérative de travailleurs, c'est pour se donner un emploi dans un secteur précis, avec d'autres travailleurs qui ont soit des compétences complémentaires ou les mêmes compétences ou des compétences dans le même secteur qui vont être complémentaires. Donc, voilà. Donc, en gros, évidemment, coopérative de travailleurs, ça reste pour faire du profit. Hein. L'objectif c'est pour se donner du travail, donc pour faire un gain financier, mais c'est une option de subsistance, évidemment, aussi, là, en termes de travail. Donc, on va retrouver aussi dans les entreprises sociales, on va retrouver des compagnies de commerce équitable. Par exemple, des compagnies qui vont avoir des entreprises. Donc, il y a comme une espèce de flou entre le troisième système puis le premier système, qui est des entreprises à vocation sociale et les coopératives de travailleurs. Donc, il y a des types d'organisations qui sont très, très reliés au troisième système, qui vont quand même jouer un petit peu dans le premier système, et vice-versa, dans le sens où il y a des entreprises à but lucratif qui vont vouloir, elles, se rapprocher de cette limite-là entre les deux systèmes et qui vont se donner comme mandat ou comme objectif d'avoir un impact social, un impact environnemental qui est positif, qui est net positif. Évidemment, ces systèmes-là s'entrecoupent. Donc,
ils ont besoin l'un de l'autre aussi. Donc, en tant que tel, c'est pas trop, c'est pas en silo, hein. C'est très conceptuel en tant que tel. Est-ce que c'est bien compris, ça, Baudouin? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Ouais, je suis un peu dans le domaine aussi, donc je me retrouve un peu dans le débat. OK. Mais c'est très bien détaillé. Parfait. Donc Voilà, les trois systèmes, tu les connaissais déjà, là, dans le sens où oui, John Pierce, c'est quelqu'un que c'est un nom que tu avais déjà entendu. C'est ce que je voilà. comprends. OK. Ouais, Excellent. Bon, ben, si jamais tu veux intervenir ou tu veux ajouter des choses, n'hésite pas. Parce que d'accord. je pense pas avoir je pense pas avoir la raison absolue. Puis évidemment, c'est une présentation qui se veut aussi interactive. Donc, n'hésite pas si jamais tu veux intervenir. D'accord. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Donc, pour ce qui est de l'économie et l'entreprise sociale. Donc, l'économie sociale, c'est en fait c'est une. Bon, on recommence. Les coopératives, les mutuelles, c'est des associations autonomes de personnes qui s'unissent volontairement pour donner suite à leurs aspirations et à leurs besoins économiques, sociaux et culturels communs par l'entremise d'une entreprise détenue conjointement et contrôlée démocratiquement. OK? En termes de type de coopérative, il y a des coopératives financières, des coopératives de consommateurs, de producteurs, de travailleurs, à partenaires multiples aussi, qu'on appelle, au Québec, c'est des coopératives, ouais, c'est quoi? C'est coopératives solidaires, je pense, ou je me souviens pas, mais c'est quand ça regroupe, j'ai un blanc de mémoire, quand ça regroupe plusieurs types de membres. Donc, tu vas avoir des membres consommateurs, mais tu vas avoir aussi des membres travailleurs et des membres partenaires, par exemple. Pour ce qui est de, comme je l'ai expliqué tantôt, les coopératives à but lucratif en Ontario sont en mesure de verser un dividende à leurs membres, appelé ristourne, et pour ce qui est des coopératives à but non lucratif, n'ont pas cette capacité-là. Les organisations à but non lucratif et de bienfaisance, ce sont des organismes qui se consacrent au bien public plutôt qu'à la production d'avantages privés. Puisque ça sert leur collectivité dans des domaines comme, par exemple, la santé, les arts, la culture, les loisirs, les services sociaux, l'environnement. Contrairement à une société par action qui va être formée d'actionnaires, qui vont, eux, recevoir des dividendes s'il y a des profits qui sont faits, les membres d'un organisme à but non lucratif ne retirent pas de bénéfices financiers de cette organisation-là. Donc, tous les profits qui sont réalisés doivent être réinvestis dans l'organisation et dans la mission de l'organisation. Okay? Pour ce qui est de l'entreprise sociale, donc ça doit offrir un bien ou un service. En tant que tel, elles recevront parfois des subventions pour rencontrer leur mission. Par contre, elles ne sont pas au crochet de l'État. C'est-à-dire que elles vont être indépendantes et ils vont devoir offrir une plus-value à leur clientèle. Parce qu'une entreprise sociale, ça a une clientèle également. Donc, ces subventions-là sont les subventions en tant que telles dont on parle, c'est la majorité du temps dirigées afin de combler un besoin. C'est une direction qui prend forme de projet souvent, avec des objectifs qui vont être bien précis. C'est pas du tout des entreprises sociales, c'est pas du tout des sangsues qui siphonnent l'État. Ça, il faut qu'on sorte ça de l'esprit. OK? C'est des prestataires de services que le gouvernement ne peut pas offrir à l'interne. Donc, le gouvernement en tant que tel, il peut pas tout faire. Donc, il va utiliser les sous pour financer des organisations qui n'ont pas de but lucratif, mais qui sont là pour combler un besoin. Donc, j'imagine que ce proverbe est bien connu. On le voit dans toutes les présentations sur l'économie sociale, parce qu'évidemment, quand on parle d'économie sociale ou d'entreprise sociale, mais ça se fait rarement seul. Hein? Donc, évidemment que seul, on
on va plus vite. En tant que tel, quand on fait la vaisselle, on ne peut pas la faire à 4-5, mais en tant que tel, si on le fait à plusieurs, si on se fait une chaîne, puis on peut laver la vaisselle, mais nettoyer la cuisine aussi pas mal plus vite que si on était seul. Donc, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Plus loin. Exactement. Donc, le sujet à l'étude, donc la finance sociale. C'est quoi la finance sociale? C'est quoi les acteurs, les intervenants? Est-ce que tu veux te mouiller, Baudouin? Je vais me mouiller, oui. La finance sociale, c'est une branche de la finance classique, mais c'est sa finalité ici qui fera toute la différence. Oui. Voilà, elle est plus orientée vers le financement des projets qui ont un impact positif sur l'humanité, de façon globale. C'est excellente explication. Effectivement, donc la finance sociale, ça réfère à des investissements qui visent à créer un impact social ou environnemental qui va être mesurable. Donc, évidemment, c'est en plus d'un rendement financier. Donc, en général, quand on parle de finance et de finance sociale, il y a ce concept-là de rendement qui est aussi important. Il peut être plus ou moins important selon le type de finance et le type de financement qui est offert. Donc, c'est d'utiliser les outils de la finance traditionnelle, mais appliqués à l'économie sociale. Donc, pour capitaliser ou financer les entreprises qui la composent ou les organisations qui la composent. Donc, les entreprises sociales sans but lucratif sont parfois éligibles à des subventions, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais ce n'est pas toutes les entreprises ou les organisations qui ont accès à ces subventions-là. Et parfois, les subventions ne couvrent pas tous les secteurs d'activité et donc les besoins ne sont pas tous comblés. OK. Pour ce qui est des acteurs, des intervenants, on parle beaucoup d'offres et demandes, okay? En termes de quand on rentre dans la finance sociale, puis les intermédiaires, puis c'est qui les acteurs, etc. Pour bien comprendre un peu le processus, on a le côté de la demande, qui là, on retrouve les organisations qui sont à la recherche d'investissement. Okay? Donc, ça peut être des organismes de bienfaisance, des organismes à but non lucratif, des coopératives, des mutuelles et certaines entreprises privées qui ont une mission sociale ou environnementale. Du côté de l'offre, on va retrouver les organisations ou les investisseurs qui cherchent à créer un impact social. Par exemple, les fondations, les investisseurs institutionnels, les fonds de pension, puis certains particuliers parfois. On peut avoir comme exemple un ménage canadien qui cherche à créer un impact social et environnemental grâce à leurs épargnes. On voit ce phénomène-là qui est très pertinent, mais qui est très en vogue dans toutes les institutions financières, ou pratiquement toutes. Donc, qui ont des critères sociaux. Et même maintenant, il y a des fonds en particulier qui vont investir dans des compagnies qui ont l'impact environnemental très à cœur, ou du moins que c'est leur mission première, etc. Pour ce qui est des intermédiaires, donc les intermédiaires, en fait, c'est ceux qui font un lien entre la demande et l'offre. Donc, ça peut être des intermédiaires financiers comme des organismes de crédit communautaire ou encore des coopératives de crédit, des institutions financières autochtones, des banques achats, ou des fonds, des compagnies de fonds. Ça va jusqu'à maintenant? Je vois qu'on a Stella qui s'est présentée. Est-ce que tu veux nous dire un bonjour? Est-ce que tu es présente? Bon, je vais lui laisser. Si jamais tu veux nous dire bonjour, n'hésite pas à lever la main, ou si tu as des questions, n'hésite pas à m'interrompre également. Ça va me faire plaisir d'y répondre et peut-être aussi me donner une petite pause
parce que des fois parler pendant 1h30, ça peut être ça peut être assez demandant. Donc, pour ce qui est d'un petit historique du mouvement coopératif francophone au Canada, donc en tant que tel, c'est aussi une déclinaison en fait des valeurs communautaires qui sont très chères aux Premières Nations, puis qui dans le fond qui revient au partage des ressources, qui fait partie intégrante de leur mode de vie. Donc, c'est sans doute un point, premièrement, un point qui est fort, un point commun, précurseur de l'entrepreneuriat social. Donc, on peut prendre les valeurs communautaires des Premières Nations comme étant le point numéro 1 du mouvement coopératif et du développement de celui-ci. Pour ce qui est des organisations, en termes vraiment là, en termes d'organisation légale dans le cadre de l'économie, on peut parler des années à peu près 1800, donc en Europe occidentale, il y a eu évidemment la révolution industrielle, des conditions sociales difficiles, des pratiques capitalistes qui sont orientées essentiellement sur le profit, beaucoup d'appauvrissement des populations et le déplacement des populations qui ont dû imaginer et mettre en œuvre des solutions nouvelles contre les abus des grandes compagnies. Donc, il y a des entreprises sociales qui ont émergé de ces situations-là pour améliorer la situation économique des gens et des communautés. Donc, les deux principaux modèles là, qui ont émergé, ça a été les coopératives et les caisses populaires. Pour ce qui est des pionniers de Rockdale, okay, on en entend parler tout le temps, ça a été fondé en 1844. Donc, quand je dis qu'on en entend parler tout le temps, c'est dans le milieu des coopératives, les pionniers de Rockdale, on sait à quoi ça fait référence. Donc, ça s'appelait la Société des équitables pionniers de Rockdale. Ça a été la première coopérative à fonctionner suffisamment longtemps pour servir de modèle aux autres entreprises qui ont vu le jour par la suite. Donc, cette première expérience-là de coopérative de consommation, ça a été inspiré d'initiatives antérieures, évidemment, et de certains grands courants de pensée qui étaient là à l'époque, qui ont permis de développer un modèle qui était original, fonctionnel, efficace et rentable. OK? Pour ce qui est du Canada, le mouvement des coopératives francophones au Canada, ça a été très, très lié au mouvement de Desjardins. Je ne sais pas si vous connaissez Desjardins en tant que coopérative financière. Baudouin, est-ce que tu la connais, cette coopérative financière-là? Oui, je connais Desjardins. OK. Donc, en fait, ça vient... Le fondateur, ça a été Alphonse Desjardins, okay, qui était, dans le fond, le troisième enfant d'une famille assez nombreuse et modeste. Il a assisté, en fait, là, à la privation assez jeune et très engagé sur le plan religieux et politique. Okay? Il voulait, dans le fond, lui aspirait vraiment à une plus grande justice sociale. Et puis, au Canada, il y avait une problématique, c'est que les francophones avaient très, très peu accès aux prêts. Okay? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de prêts usuraires, c'est-à-dire des prêts avec des taux d'intérêt extrêmement élevés pour les francophones, alors que ce n'était pas le cas pour les anglophones. Et les francophones n'avaient que très, très peu d'épargne. Donc, il a développé au Québec le concept, à l'époque inédit, d'une coopérative qui va mettre l'épargne populaire au service du crédit populaire, et donc dont la responsabilité des membres va être limitée aussi. Donc, il a réuni un petit groupe de concitoyens, il a parlé de son idée, il a défini avec eux ce à quoi ressemblerait la future caisse populaire, et ça a été fondé le 6 décembre 1900, et c'est la première caisse populaire, ou Credit Union en anglais, dans les Amériques. Donc, Alphonse Desjardins, le 6 décembre 1900, tient l'assemblée de fondation de la première caisse populaire, la Caisse populaire de Lévis, dans la salle de la Société des artisans canadiens-français. Et puis, Desjardins, ça représente la bannière du plus grand mouvement des coopératives financières au Canada.
Donc, il y a eu quelques... là, il y a comme une espèce de... On voit, les dates, la chronologie. Ici, on voit le 6 décembre 1900. En Ontario, le 31 mars 1912, la première caisse populaire a été créée à Sainte-Anne, à Ottawa. Et puis, la Caisse populaire de Sainte-Anne à Ottawa, pardon. Et puis, en 1964, il y a eu la fondation du Conseil de la coopération de l'Ontario. Donc, on est une organisation, nous, qui est très... qui est ancrée, évidemment, dans le mouvement coopératif et donc depuis très longtemps, depuis 1964. Et puis, voilà. Avant, c'était plus les coopératives. Puis, évidemment, on desservait surtout les francophones. Aujourd'hui, l'organisation a changé beaucoup, mais les valeurs sont restées assez similaires. OK. Donc, en tant que tel, si on regarde un peu le type d'investissement, donc ici, nous, en tant qu'investisseurs, on va se retrouver sur cette espèce d'échelle-là d'investissement responsable. Nous, en tant qu'investisseurs, on a le choix. On a des produits financiers. En tant qu'investisseur de détail, on dit, donc pas d'investisseur institutionnel, mais pas non plus d'investisseurs accrédités. Nos champs d'action sont un peu plus limités, mais on peut quand même comprendre ces concepts-là, puis comment agir dans ces situations-là. Donc, pour ce qui est du spectre de l'investissement responsable, on a l'investissement traditionnel qui, elle, accorde très peu d'importance, voire aucune, aux facteurs environnementaux, sociaux liés à la gouvernance. On a l'investissement responsable qui, elle, intègre, dans le fond, les risques, qui intègre les risques ESG à l'analyse des portefeuilles. Okay? Donc, on dit, bon, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est des enjeux qui vont poser des risques d'affaires à notre entreprise. Donc, pour ça, on va l'indiquer, on va analyser ces facteurs-là. Les investissements socialement responsables, ça, c'est plutôt dans l'aspect de sélection positive ou négative en fonction des risques ESG pour nous assurer qu'il y a une concordance entre le portefeuille et les valeurs de l'investisseur. Donc, on va voir à certains égards des portefeuilles qui disent, ben moi, j'investis ceux qui créent des fonds communs, donc des gestionnaires de fonds. Ils vont dire, ce fonds-là, il n'y aura pas d'entreprise pétrolière. Ou dans ce fonds-là, il n'y aura pas d'entreprise reliée à l'armement, aux cigarettiers, à l'alcool. Et un paquet d'autres facteurs. Il y a des fonds... honnêtement, il y a des fonds pour tout, là, pour toute valeur. Donc, cherchez-les et puis vous allez trouver des gestionnaires de fonds qui créent des produits financiers spécifiquement pour vous, en fonction de vos valeurs. Quand on rentre en finance sociale, on peut y aller. Oui, Baudouin, je t'écoute. Oui, Edouard, tu m'excuses, comment on peut poser des questions au fur et à mesure? Oui, je t'écoute. Est-ce qu'il y a vous allez partager avec nous un exemple de matrice de risque? Un exemple de matrice de risque? Risque, oui. Je ne vais pas jusque-là dans ma formation. Sauf que, en termes de matrice de risque, quand on parle de risque ESG, j'irais voir... il y a des grandes institutions qui les créent, c'est-à-dire que tu vas avoir, je pense, Morningstar qui va avoir une matrice, tu vas avoir Moody's qui va avoir une matrice. Donc, toutes des entreprises d'évaluation vont avoir ce type de matrice de risque.
Et puis, si tu veux, dans le sens où ça se trouve bien sur Internet, ce genre de matrice. OK. Cependant, ce n'est pas j'ai pas la réponse pour toi, dans le sens où moi, je ne peux pas t'en partager une. OK. On n'en crée pas une à l'interne. OK. On va se fier à d'autres experts pour ça. D'accord. Ouais. Merci. Donc, pour ce qui est de la finance sociale, on va voir qu'il y a des degrés. Donc, il va y avoir l'aspect finance d'abord. Donc, c'est de mettre l'accent sur plusieurs enjeux ou des besoins sociaux ou environnementaux qui vont engendrer des possibilités commerciales qui vont permettre d'atteindre des taux de rendement qui sont similaires à ceux des marchés. C'est-à-dire, si on dit que dans ce secteur-là, les taux de rendement sont à peu près de 7 par année, ben, peut-être que, dans le fond, ça permet d'atteindre ce taux de rendement-là. C'est-à-dire que le rendement est quand même important. Donc, on le met quand même assez élevé en termes d'objectifs de performance. Pour ce qui est de impact d'abord, c'est plutôt de mettre l'accent sur les enjeux plutôt que sur la finance ou sur les rendements financiers. Donc, on va mettre vraiment l'impact social en avant et puis le rendement financier plutôt en second plan. Mais ce qui est important de voir là-dedans, c'est qu'il y a toujours des degrés. Hein? On peut les mettre quasiment sur le même point d'égalité. Il y a vraiment des façons de faire pour mettre plus ou moins d'importance sur le rendement financier versus l'impact social et vice-versa. Okay? Pour ce qui est de la finance communautaire, c'est vraiment un investissement social où là, la priorité consiste à maximiser l'impact social et où les investisseurs sont disposés à accepter un rendement qui est moindre. Donc, Okay. on pense à, des fois, on se dit, bon, on va... comment je peux expliquer ça? À certains égards, mettons, il va y avoir des investissements dans des logements sociaux qui vont être disponibles pour certains investisseurs. Et puis, évidemment, que l'important, c'est pas, ce n'est pas le rendement, parce que quand on parle de logements sociaux, c'est pour des gens qui ont des faibles revenus. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une place pour se loger. Par exemple, pour régler un problème au niveau de l'itinérance. Okay? Donc, si on crée plus de logements sociaux, il y aura peut-être moins d'itinérance. Et puis, quelqu'un peut dire, ben, moi, c'est important pour moi qu'il n'y ait pas d'itinérance. Et donc, je vais investir dans des logements sociaux qui vont leur permettre d'avoir un toit. Et le rendement, c'est un peu accessoire. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on veut retrouver son capital, mais l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est de donner un toit à des gens qui n'en ont pas. Donc, ça peut être ça ou ça peut être l'investissement dans une coopérative d'alimentation ou une épicerie qui est une coopérative dans le nord, par exemple, de l'Ontario, qui est un service essentiel. Puis que s'il n'y en a pas, ben, ça va être un peu difficile de se nourrir. Hein? Donc, des fois, ça peut être aussi de subsistance. Donc, évidemment, quand on investit dans ce genre de coopérative-là, ben, l'objectif, c'est surtout de pouvoir continuer à s'alimenter. Hein? C'est pas nécessairement d'avoir un retour d'avoir un rendement sur son argent. On ne peut pas avoir 7-8 idéalement, ça serait bien qu'on l'ait, mais le point n'est pas là. Le point, c'est ben moi, je veux avoir mon épicerie. Parce que si j'en ai pas, il va falloir que je fasse 2 heures de char ou 2 heures de voiture pour me rendre à l'autre épicerie dans l'autre village. Puis j'ai pas le goût de faire ça. Fait que ça, c'est un autre exemple de finance communautaire. Donc, c'est quoi les outils? Hein? Les outils qui sont présents pour les entreprises de l'économie sociale ou les organisations de l'économie sociale. Donc, on va avoir les types de créances. Hein? On va avoir des types de dettes. Donc, dans les types de dettes, on retrouve les debentures,
les obligations communautaires, les obligations au point, celles à impact social et le microcrédit. Donc, une devanture, c'est un titre qui est négociable. Donc, c'est un type d'investissement qui est émis par une entreprise ou une organisation pour recueillir des fonds pour des activités à long terme et pour son développement. Il s'agit d'une forme de capitaux d'emprunt qui est comptabilisé comme une dette sur le bilan de l'entreprise. Hein? C'est ce qu'on appelle du passif. Une devanture, c'est un certificat légal qui indique la somme investie par l'investisseur, qui est le capital, et le taux d'intérêt à payer, ainsi que le calendrier des paiements. Okay? Donc, les investisseurs vont normalement retrouver leur capital quand la devanture arrive à échéance. Donc, à la fin de son terme. Donc, si la devanture, c'est une devanture de 10 ans, ben, à ce moment-là, va recevoir de l'intérêt soit semi-annuel, soit annuel sur son capital. Et à la fin évidemment, il y a plusieurs, honnêtement, là, dans chacun de ces types d'outils a des dizaines de déclinaisons. Okay? Il peut y avoir des devantures convertibles, il peut y avoir des devantures où il va y avoir un remboursement partiel du capital échelonné sur 5 ans après les 5 premières années. Il peut y avoir une devanture qui, à la fin du terme, le remboursement est complet. C'est-à-dire que seulement l'intérêt est payé jusqu'à l'échéance. Donc, à l'échéance, c'est le repaiement du capital à l'investisseur. Donc, il y a vraiment une panoplie de déclinaisons possibles quand on parle de chacun de ces outils-là. Okay? C'est juste de les chercher. Puis, ça va vraiment dépendre de la situation de l'organisation qui est financée dépendamment de son désir, comment il veut rembourser, si le capital, si les cash flows vont permettre le remboursement plus rapide des obligations, etc. Baudouin, est-ce que tu as une question? Oui, c'est bon. OK. Maintenant, j'ai des... j'ai des... Bon. Des questions? Oui. Oui. Je t'écoute. Beaucoup plus. Bon, peut-être à la fin, je vais poser la question, peut-être à la fin. Ben, ça me dérange pas que tu peux les poser tout de suite. Voilà. Où est-ce que nous mettons, par exemple, le crowdfunding? Le quoi, pardon? Le crowdfunding. Le crowdfunding? Le crowdfunding, c'est ce qu'on appelle le sociofinancement. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard. Là. Le crowdfunding, c'est le mot anglais. Le sociofinancement, c'est le mot français. Puis même le sociofinancement, il y a aussi des déclinaisons. Donc, c'est des outils. Le crowdfunding, c'est un outil qui est alternatif. Donc, de financement des organisations, des entreprises sociales. Mais oui, je t'en parle dans quelques instants. D'accord. Donc, les obligations communautaires, c'est un outil de financement social qui a fait ses preuves et qui génère à la fois des revenus et des bénéfices sociaux et financiers. Donc, cet outil-là, ça permet à une organisation établie de tirer parti de sa communauté de supporters pour aider à financer l'achat d'un actif fixe, comme par exemple un nouvel espace, un équipement important. Donc, quand on parle d'obligations communautaires, c'est vraiment dédié à des organisations à but non lucratif. Et l'important ici, dans le terme d'obligation communautaire, c'est que c'est toujours adossé à un actif important. Okay? Donc, dans le cas d'une faillite ou peu importe, mais cet actif-là peut être revendu et la communauté peut retrouver son capital ou du moins une partie de son capital. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on parle quand on parle d'obligation communautaire. Il y a toujours un actif relié à le financement par l'obligation communautaire, okay? qui est comme ce qu'on appelle backé, là, ou du moins adossé à l'obligation. S'il vous plaît, Sylvain, j'ai une question. J'écoute. OK. J'aimerais savoir si l'obligation communautaire est juste liée aux organisations à but non lucratif. Oui.
juste une entreprise privée. Dans une entreprise privée, on ne parle pas d'organisation communautaire, d'obligation Une communautaire. entreprise privée, à la base, elle peut avoir des objectifs sociaux, environnementaux, mais en tant que tel, c'est déjà un outil qui est semi-possible, dans le sens où, même la banque, si tu es une entreprise à but lucratif et que tu vas à la banque et qui te demande, tu dis, ben moi, je vais avoir un prêt pour financer telle chose, ben, ça va arriver assez fréquemment que la banque mette ce qu'on appelle des covenants, ou du moins des espèces de règles derrière le prêt. C'est-à-dire, ben, si tu n'es pas capable de rembourser, ben, le bien que tu as acheté, ou du moins un des actifs que tu possèdes, ben, ça va nous appartenir. Donc, oui, il y a ce type de possibilité-là. En fait, souvent, des entrepreneurs vont, mettons, mettre leur maison, leur hypothèque en garantie, ou ils vont mettre leur équité de leur maison en garantie d'un prêt qu'ils vont prendre pour financer leur entreprise, par exemple. Ou ils vont utiliser des actifs qu'ils ont pour financer certaines activités dans leur entreprise. Merci. Et donc, à même la banque, il y a ces possibilités-là, mais les obligations communautaires, c'est vraiment dans l'optique où c'est des obligations qu'on va vendre à la communauté qui est desservie par les services de notre OBNL, de notre organisme à but non lucratif. Mais en plus de ça, il faut que ça soit adossé à un actif. Okay? Donc, c'est obligatoire. Okay? Ça ne peut pas être juste sur la bonne volonté, dans le sens où ça ne peut pas juste être sur du vent ou sur le modèle d'affaires de l'entreprise sociale. Ça prend un actif derrière. Okay. Donc, je reviens sur les obligations communautaires. C'est émis exclusivement par des organismes sans but lucratif, des organisations caritatives et des coopératives à but non lucratif. Les obligations sont émises au nom de votre organisation, donc ce n'est pas en ton nom personnel, c'est-à-dire que c'est vraiment au nom de l'organisation. Ça va être un prêt qui porte intérêt, c'est-à-dire qu'il va y avoir des intérêts versés soit semi-annuels, annuels ou à l'échéance. Ensuite, ce qu'on appelle les obligations à impact social, ça, c'est des obligations qui sont émises par une organisation caritative ou sans but lucratif et qui visent un impact social précis en tant que tel. Et si l'impact est atteint, c'est-à-dire si les objectifs de l'organisation caritative ou sans but lucratif est atteint, c'est là que le capital et le rendement vont être retournés à l'investisseur, okay? Mais seulement dans l'atteinte de l'impact. Okay? Donc, on n'en voit pas trop de ce type d'obligations-là, du moins, pas à ma connaissance, mais c'est un outil qui existe. Pour ce qui est du microcrédit, bien, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est assez connu. C'est une série de technologies de prêts conçues pour appuyer des entreprises en démarrage, souvent, et pour développer de très petites entreprises. Souvent, ça va être associé à des très petites entreprises qui appartiennent à des groupes, à des personnes qui font partie des groupes marginalisés, par exemple. Donc, c'est souvent utilisé comme un dernier recours pour contrer le prêt usuraire. Les prêts comme à 18 ou 20 là, mettons qu'ils financent leur entreprise en même leur carte de crédit, ben, c'est comme ça peut coûter très cher. Pour ce qui est de l'équité, ce qu'on appelle l'équité, c'est vraiment une partie de l'entreprise qui t'appartient. Donc, évidemment, dans chacune de ces, encore une fois, de ces types d'équité-là, il y a des déclinaisons possibles, mais on va rester très en survol en termes de déclinaison. Pour ce qui est des parts sociales, ça, c'est des parts de coopératives, par exemple. Ça va se comparer en quelque sorte aux actions de la société par action, dans le sens où c'est une valeur mobilière qui est émise par l'entreprise en échange d'un apport financier en capital. Donc, en général, la valeur d'une part de membre, elle n'augmente pas.
C'est-à-dire que quand on achète notre part de membre dans une coopérative, si on paye 5 $, ben, quand on veut la revendre en tant que telle, ben, on la revend à la coopérative et on reçoit notre 5 $. OK? Dans le sens où elle n'augmentera pas de valeur. OK? Donc, ça, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Ensuite, donc en général, comme j'expliquais, c'est normalement racheté par la coopérative à ce qu'on appelle la valeur nominale, donc 5 $, 5 $. Et puis, il y a certaines réglementations qui vont permettre l'émission de parts de placement, par exemple, à une valeur autre que nominale, à des membres ou à des non-membres, mais ça, dépendamment des provinces, les lois vont être différentes, etc. Pour ce qui est des parts privilégiées, ça peut être émis à, encore une fois, toute personne ou société qui sont membres ou non de la coopérative. Elles vont comporter habituellement des caractéristiques spécifiques qui sont très, très proches de ce qui est une devanture ou une obligation. Donc, on va avoir une valeur nominale, on va avoir de l'intérêt, et on va avoir certains privilèges, des conditions de rachat ou de transfert. Les parts privilégiées, ça ne confère pas aux titulaires le droit de se faire rembourser ou racheter leur part par la coopérative. Ce remboursement ou rachat-là se fera à la valeur nominale de la part à laquelle s'ajouteront les intérêts accumulés et non payés, et pas encore payés, s'ils ne sont pas encore payés. Elles ne peuvent pas comporter le droit à une plus-value, à une prime ou à une participation relative en reliquant des biens de la coopérative. Pour ce qui est des actions, c'est simplement une part de la propriété d'une entreprise, en même titre que la part sociale l'est pour la coopérative, mais c'est pour un autre type. C'est-à-dire que quand on parle de part sociale, ça fait souvent référence à la coopérative. L'action fait référence à l'entreprise privée, alors que la ristourne, ça fait référence au dividende qui est reçu par les membres de la coopérative, alors que les actionnaires reçoivent un dividende. On n'appelle pas ça une ristourne. Donc, pour ce qui est des actions, ça représente vraiment un droit sur l'actif et sur le bénéfice. Donc, plus vous achetez d'actions, plus l'intérêt que vous détenez dans l'entreprise est grand. Lorsque vous achetez un titre de créance comme une obligation, vous êtes assuré de vous faire rembourser votre argent si l'entreprise ne fait pas faillite, tout en obtenant les intérêts promis. Évidemment, si on ne peut pas rembourser le capital, c'est que l'entreprise fait faillite. Ce n'est pas la même chose avec les actions. C'est-à-dire qu'en devenant propriétaire, vous assumez le risque que l'entreprise ne soit pas rentable. Okay? En tant que tel, en termes d'échelle de remboursement, vous êtes les derniers dans la file en tant qu'actionnaire. Okay? Donc, si vous avez, mettons, je vais donner un exemple très simple. Okay? Vous avez une entreprise. Dans l'entreprise, il y a plusieurs actionnaires et puis ils ont émis de la dette qu'ils ne peuvent rembourser en totalité. Donc, en premier lieu, ils vont rembourser leurs créanciers. Okay? On peut parler de fournisseurs ici, on peut parler de banques, on peut parler de différents créanciers. Et puis, une fois qu'eux sont remboursés, s'il n'y a plus rien, ben, les actionnaires, ils reçoivent rien. S'il reste des actifs et que tout le monde est remboursé, ben, peut-être là, c'est une possibilité, mais en général, quand une entreprise fait faillite, c'est rare qu'on va voir des actionnaires étant remboursés. Même en partie. Okay. Pour ce qui est des royautés, les royautés, c'est perçu comme étant un propriétaire d'un actif qui accorde le droit à une entreprise de l'utiliser en contrepartie d'un pourcentage des revenus générés sur cet actif-là. Hein? On peut penser à
Par exemple, il va y avoir des royautés au niveau, au niveau musical. Donc, des gens qui vont vendre leurs chansons, à une... par exemple, on entend, mettons, comment je peux dire ça? Si un artiste donne le droit à une entreprise d'utiliser sa chanson dans l'émission qu'elle a produite, par exemple. Okay? Donc, je ne sais pas si vous écoutez Friends ou si vous avez écouté une émission quelconque qui est populaire, là, mais on entend tout le temps la même chanson, mettons, la chanson d'intro, c'est tout le temps la même chanson. Mais l'artiste qui l'a créée, souvent, ou du moins ça arrive fréquemment, qu'elle a une royauté. Donc, à chaque fois qu'elle est entendue, l'artiste reçoit un certain pourcentage ou un certain montant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une royauté. Même chose avec les terres. C'est-à-dire, quelqu'un qui détient une terre où il y a énormément de minerais, bien, la mine peut dire je vais utiliser ta terre pour exploiter le minerai et je vais t'offrir en contrepartie une royauté sur tes lots de terre, un pourcentage des revenus générés par l'actif que tu détiens, qui est la terre. Okay? Donc, ça, c'est un exemple de royauté. Pour ce qui est des outils alternatifs, donc, évidemment, on a les dons, qui est une partie importante du financement de certaines entreprises sociales. Il y en a même certaines entreprises sociales qui vont faire des campagnes qui sont annuelles. Il y en a qui sont tout le temps en campagne de dons pour remplir leur cas, financer leurs projets, etc. Avec un statut d'organisme de bienfaisance, c'est même possible à ce moment-là de donner des reçus à des fins d'impôt, ce qui est un incitatif aux dons. Dans le cas des OBNL, n'importe qui peut devenir membre à condition de payer un droit, conformément aux exigences des statuts et des règlements. Évidemment, ça dépend des OBNL, mais les membres ne sont pas propriétaires de l'organisation à but non lucratif. Donc, le droit payé en tant que tel, c'est un don. Ce n'est pas remboursable. Okay? Quand on parle de... Puis là, c'est ce que j'essaie d'expliquer, la distinction entre droit et don. Un don, ça, en tant que tel, c'est juste de donner à une cause, alors qu'un droit, dans le cas des OBNL, ça te donne aussi le droit, dans le fond, ça confère le droit, la majeure partie du temps, à certains avantages. Par exemple, des biens ou des services qui sont à moindre coût, un regard sur les finances de l'organisation, par exemple, ça peut être ça aussi. Ou du moins des votes à l'Assemblée des membres ou à l'Assemblée, s'assurer d'avoir des membres sur le conseil d'administration qui représentent tes intérêts. Pour ce qui est du sociofinancement, comme on en a parlé tout à l'heure, Baudouin, on parle beaucoup de plateformes de sociofinancement qui peuvent là, regrouper toutes sortes d'outils de financement. Okay? Donc, en tant que tel, dans le sociofinancement, on va retrouver pratiquement tous les outils de finance. C'est-à-dire, on peut retrouver de la dette, on peut retrouver de l'équité, on peut retrouver des dons, on peut retrouver des dons avec des contreparties, on peut retrouver des commandites. Donc, il y a comme plusieurs façons de financer via une plateforme de sociofinancement. Ce à quoi ça réfère, c'est que ça utilise une communauté pour financer tes activités. Okay? Donc, c'est vraiment une plateforme. Puis ça le dit dans le mot en anglais aussi, le crowdfunding, c'est qu'on s'adresse à une foule de personnes pour financer nos activités. Okay? Plutôt que c'est surtout un outil, c'est ça, une plateforme. Les commandites, bon, je vais essayer d'accélérer parce que je vois qu'on passe beaucoup de temps sur cette slide-là, mais les commandites, en fait, c'est des partenariats entre organisations qui vont avoir des valeurs similaires.
Donc, les partenariats sont en majorité du temps de l'argent de la part de l'organisation ayant le plus de moyens financiers, en contrepartie, par exemple, de visibilité dans la communauté de celle qui n'en a pas de moyens financiers, mais qui a une communauté qui ressemble à celle de l'organisation qui a des moyens financiers. Donc, on peut penser à une organisation à but non lucratif qui dessert une population et pour rejoindre cette population-là, une banque ou je pense à Desjardins qui finance un paquet de programmes ou un paquet d'organisations et qui a des partenariats avec plein d'organisations à but non lucratif, ben, ils donnent des sous à l'organisation à but non lucratif en contrepartie d'avoir de leur présence en termes de logo, en termes d'affichage, en termes de, tu sais, c'est des partenaires officiels, etc. Puis on va voir ça aussi dans des événements. C'est-à-dire, on va voir des événements qui sont commandités par X ou Y organisation. Et pour terminer, les subventions. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, souvent les subventions sont associées à des projets. Aussi, c'est assez rare qu'on va avoir des subventions qui vont être spécifiquement reliées à des salaires. Donc, c'est-à-dire que quand on fait des demandes de subventions, la majorité du temps, c'est soit pour acheter des actifs ou pour financer un projet particulier. Okay? J'ai une question, Edouard. J'écoute. Ok, j'aimerais savoir, s'il te plaît, les bourses renvoient à quoi et bailleurs de fonds renvoient à quoi également? Ouais, donc les Quand bourses, on parle de bourse, oui. ouais, quand on parle de bourse, c'est souvent relié à c'est un don à un individu par un autre individu ou par une organisation qui une bourse, c'est pas pour une entreprise. Une bourse, c'est un don à un individu. Okay? Okay. Donc, en tant que tel, on va voir souvent des bourses dans le secteur de l'éducation. Hein? On a des gens qui vont donner aux fondations universitaires, par exemple, et qui vont dire, ben, fais une bourse à mon nom. Et puis, à chaque année, donne 1 000 $ à un étudiant qui va s'être démarqué par son implication sociale. Et donc là, la Fondation reçoit les candidatures des étudiants qui ont fait de l'implication sociale et qui essaient d'avoir la bourse et vont donner cette bourse à la personne qui la mérite le plus. C'est-à-dire, soit qui a fait le plus d'implication sociale ou qui a eu les meilleures notes et une combinaison de facteurs. Donc, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est clair pour toi ce que c'est une bourse? C'est clair, merci. Okay. Pour ce qui est de la deuxième chose que tu voulais savoir. Bailleur de fonds. Bailleur de fonds. Un bailleur de fonds, en fait, c'est une organisation ou une entité qui va être le financeur d'un projet. Okay. Donc, on parle de bailleur de fonds parce que c'est rarement un investissement que les bailleurs de fonds font. C'est plutôt des dons, des subventions, donc ils ne retrouvent pas leur argent. Un bailleur de fonds, normalement, c'est des gens qui vont donner des sous pour des projets spécifiques, pour des bourses, par exemple, pour des subventions, etc. Merci beaucoup. Donc, Edouard, Oui. donc c'est une excellente présentation. Nous avions à peu près 9 minutes qui nous restent. 9 minutes? OK. Ouais. Je vais essayer. Désolé. Non, c'est correct. Je vais faire ça rapido parce qu'il m'en restait quand même pas mal. Je vais être quand même rapide pour les prochaines slides. J'espère que c'est quand même pertinent ce qui a été présenté jusqu'à présent. Pour ce qui est des outils selon les stades, bon, je donne des grandes lignes, mais chaque situation est unique. OK? Donc, ce n'est pas parce que vous êtes une entreprise en démarrage
que vous ne pouvez pas, ou une entreprise ou une organisation en démarrage, que vous ne pouvez pas avoir droit à vendre des parts sociales ou à vendre des obligations ou des actions, etc. Okay? Au contraire, ça serait possible. Je donne des exemples de ce qui se fait en général selon les stades d'entreprise. Donc, encore une fois, c'est des généralités et non des certitudes, okay, ou des finalités. Pour ce qui est des entreprises en démarrage, okay, donc on veut démarrer, on a une idée, on a un peu de ressources humaines, on est prêt à exécuter un plan d'action. Malheureusement, le manque d'historique puis le faible réseau de cette entreprise en démarrage-là, ça restreint ses capacités à lever des capitaux. Donc, c'est pourquoi que dans les entreprises sociales ou dans les organisations à but non lucratif, on va voir les dons, les subventions, les commandites, le microcrédit et le sociofinancement qui vont être les outils les plus utilisés. Donc, de partager des ressources, c'est important le partage des ressources et l'importance aussi d'aller chercher de l'aide pour renforcer ses capacités et pour se créer un historique. Donc, en tant que tel, même les subventions, c'est difficile d'aller chercher en démarrage parce qu'en général, les bailleurs de fonds, ils vont vouloir que l'organisation existe depuis au moins 2 ans. Donc, même en démarrage, les subventions sont plutôt difficiles. Okay? Pour ce qui est des jeunes entreprises, donc qui ont des objectifs de croissance importants, donc ça peut commencer, on peut commencer à penser à utiliser d'autres outils, comme des titres de créances, des parts sociales, des actions. Ici, à ce moment-là de la croissance, donc à ce moment-là de l'entreprise, le modèle d'affaires il a été prouvé. Il y a des revenus qui sont relativement stables ou en voie de l'être. Okay? Pour ce qui est des entreprises qui sont plutôt matures, avec des revenus qui sont stables ou des organisations matures avec des revenus qui sont stables, un réseau qui est quand même assez élargi, un historique qui est fiable, que ça fait longtemps que l'organisation existe, elle peut utiliser virtuellement tous les outils qui sont à leur disposition. Donc, la meilleure option, c'est donc à ce moment-là celle qui est choisie en fonction de la situation pour optimiser les sous, pour optimiser le coût en capital. Donc, pour que ça coûte le moins cher en capital possible pour l'entreprise ou pour l'organisation. Encore une fois, c'est des généralités, hein? Ça ne veut pas dire que c'est une finalité. Tous les outils sont à la disposition de chacun des stades. Donc, je vais essayer d'aller plus rapidement. J'allais jouer là-dessus, mais c'est bon. Bon, ici, il y a une différence entre community bond, qui est les obligations communautaires, et les bons, les obligations d'impact. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ici qu'on a un projet, on regarde le potentiel du projet, on va on va créer une obligation communautaire, on va l'envoyer à nos potentiels investisseurs et puis on va vendre cette obligation-là à notre communauté qui veut investir dans l'organisme à but non lucratif. Alors que les obligations d'impact, c'est que le gouvernement décide, dans le fond, le gouvernement va être d'accord, comment je peux dire ça? À impact, ça ressemble aux obligations communautaires dans l'optique où elles sont là pour financer des organisations sans but lucratif. Okay? C'est pour créer des opportunités d'investissement d'impact. Par contre, le rendement, en fait, le gouvernement axe le rendement sur l'atteinte des objectifs sociaux et environnementaux. Et donc, si les objectifs ne sont pas atteints, les investisseurs ne reçoivent ni retour ni remboursement du capital. Donc, les obligations d'impact, ça tire leur nom du fait que leurs investisseurs sont généralement ceux qui sont intéressés par le rendement financier, oui, mais surtout par l'impact qui va être créé par l'investissement. OK?
J'espère que c'est clair. Donc, en tant que tel, l'investisseur va investir dans un projet d'impact dans sa communauté. Oui, évidemment, l'impact, s'il est atteint, tout le monde est heureux, on retrouve notre argent, on retrouve notre intérêt. Le gouvernement, il paye parce que les objectifs sont rencontrés. Cependant, s'ils ne sont pas atteints, les objectifs, ben, ils ne retrouvent pas leur capital et donc, ça donne un incitatif, un meilleur incitatif à la personne qui investit de s'impliquer dans le projet pour qu'il fonctionne. Hein? Donc, et donc, que l'impact et le rendement d'impact ait lieu. OK. Donc, ici, là, on a comme une espèce de canevas avec tout plein d'organisations qui vont financer des activités. Donc, on peut voir ici des banques, on peut voir certaines coopératives à but lucrative, on peut voir, dans le sens, on peut voir que des organisations qui vont financer des coopératives à but lucrative, certaines à but non lucratif, certaines entreprises sociales. Donc, on a des fondations, on a des compagnies, donc SO peut vouloir commanditer des événements d'organisations à but non lucratif, etc. Voilà, c'est juste un grand canevas pour ça. Je pense que en gros, si on est un entrepreneur social qui veut commencer quelque chose, on peut commencer par le projet. C'est quoi l'idée? Faire une étude de marché, un plan d'affaires. Un plan d'affaires qui va intégrer aussi les éléments d'impact. On va faire du réseautage, on va décider c'est quoi notre statut juridique. Est-ce qu'on veut être une coopérative, à but lucratif, à but non lucratif, un OBNL, etc. Par la suite, on va passer au financement. Donc, est où l'opportunité? Hein? C'est où sont les besoins? Quels sont les outils qu'on va utiliser en termes de financement? Et ensuite, c'est d'exécuter, une fois qu'on a reçu le financement, le plan d'action qu'on s'était donné au départ. Donc, comment on crée l'impact? Faire l'état des lieux, évidemment, communiquer l'impact, très important, et optimiser nos opérations, croître, innover. Donc, j'essaie de faire rapide. Oui. Pardon, est-ce que c'est possible de retourner sur la slide d'avant 2 secondes? Oui, un peu, je vais voir si je peux. Je peux faire ça? Non, c'était pas ça. Ça avait Oui. un rapport avec... Ouais, c'est ça, yes. Oui. OK, c'est bon, merci. C'est bon? OK. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu certains concepts. Je suis essoufflé tellement j'ai parlé vite. On a vu des concepts d'économie sociale en entrée de jeu. On a vu c'était quoi des entreprises sociales, c'était quoi des coopératives. On a vu c'est quoi la finance sociale, hein, l'offre, la demande, les intermédiaires. On a vu ce que c'était des titres de créance, on a vu ce que c'était des titres de participation. Donc, quelles sont les tendances? Hein? À quoi on peut, qu'est-ce qu'on peut voir comme tendance dans la finance sociale? Ce qu'on peut voir, c'est l'investissement d'impact, c'est-à-dire que les gens, ils vont avoir l'impact social à l'esprit quand vient le temps d'investir leurs sous. Hein? Les facteurs ESG, par exemple, très important. Une tendance qui vient à maturité un petit peu. Hein? Donc, c'est-à-dire que l'opportunité est plus vraiment d'actualité, dans le sens où il y a peut-être 10 ans, c'était très, très opportun. Mais aujourd'hui, les facteurs ESG sont pratiquement partout. Une tendance acheter local, tendance ou de s'approvisionner localement. Une tendance très forte aussi en général. Les achats sociaux, c'est-à-dire achats sociaux, pardon. Donc, de s'approvisionner à même des OBNL et des coopératives plutôt qu'à des entreprises privées. Hein, donc, pour aider l'économie sociale. Et évidemment, investir dans des communautés qui sont mal desservies. Donc, ça aussi, c'est une tendance là, qui viendra. Donc,
et d'investir dans sa propre communauté. Hein. Ça, c'est d'investir localement. Ça sera une tendance, je pense, à l'avenir. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça va avoir été pertinent et que vous avez apprécié. Ben, merci beaucoup, Edouard, pour cette Oui. excellente présentation et Merci. aux participants d'avoir posé tellement de questions intéressantes. Mm. Ça fait un grand plaisir d'avoir eu tout le monde ici en même temps. Je suis désolée, mais je dois m'absenter maintenant pour une autre session. Édouard Selvestre du Conseil de la coopération de l'Ontario, je vous remercie. Baudouin, Merci à vous. merci encore de votre présence et votre enthousiasme pour le sujet. Et vous avez les informations de contact d'Edouard ici. Oui. Donc, je crois, je suis certaine qu'Edouard aimerait vraiment entendre de vous pour mieux vous appuyer. Absolument. Cette session était un webinaire offert par Paro. Paro est un organisme à but non lucratif en Ontario qui appuie l'entrepreneuriat féminin. Et nous offrons des webinaires presque à chaque semaine en français. Et vous pouvez aller sur notre site web, paro.ca. Et le site se fait traduire, mais on est un petit peu branleux. Mais sous Events, donc je vais juste vous envoyer le lien direct dans le chat, nous avons une série de webinaires anglophones et francophones à chaque mercredi. Et c'est disponible pour tout le monde dans le chat. OK? Donc, c'est mon prochain rendez-vous. Je m'excuse. Je dois m'absenter. Je vous souhaite tout le monde une excellente journée et après-midi. OK. Merci tout le monde. Merci. Merci à tous. Au Bye bye. revoir. Edouard, tu nous envoies le document. Je pense que René va avoir le document, oui. Je vais Oui, lui envoyer. je vais le former. OK. Merci beaucoup. OK, salut. Merci. Au revoir. Bye bye.